Bonsoir à tous et bienvenue dans LFNA TV comme tous les lundis soirs, même pendant l'été. Au programme ce soir, une large page consacrée au football féminin avec les championnats qui se précisent et puis 2 focus clubs consacrés à Mérignac-Carlac et à l'AS Saint-Pantaléon de l'Arche. On parlera du Pau Football Club, des Girondins de Bordeaux et des Chamois niortais qui continuent leur préparation estivale. Et puis on terminera avec des infos concernant les calendriers mais aussi le beach soccer, la 100e de LFNA TV. C'est parti! Honneur aux femmes, comme d'habitude dans cette émission, avec tout d'abord le calendrier de la D1 Arkema, l'élite du foot féminin français qui a été publié cette semaine. Pour rappel, seules les féminines des Girondins de Bordeaux représenteront la région après la rétrogradation de la SJ Soyaux. Une D1 Arkema qui s'annonce passionnante avec donc les Girondines, mais avec également Saint-Étienne, Dijon, Le Havre, l'En Avant Guingamp, le FC Fleury, le Lille Olympique Sporting Club, le club de Montpellier, les 2 clubs parisiens avec le Paris FC et le Paris Saint-Germain, le Stade de Reims et puis le tenant du titre, évidemment l'Olympique lyonnais qui va tenter d'aller chercher un 17e sacre la saison prochaine. Les filles de l'entraîneur Patrice Lair qui a prolongé son contrat de 2 ans à la tête du club des Girondins de Bordeaux qui auront la lourde tâche de jouer d'entrée de jeu le Paris Saint-Germain avant d'enchaîner une deuxième réception face au Havre et d'aller à Lyon. Lyon et Paris dans les 3 premières journées donc pour Bordeaux, un début de saison très difficile à gérer pour le club qui a perdu en plus sa meilleure joueuse, l'internationale française Maëlle Garbino qui avait terminé meilleure scoreuse des Girondines. Elle a signé en faveur du club italien de la Juventus Turin. A noter que les playoffs de la D1 Arkema débuteront le 12 mai 2024 et que la finale aura lieu le 17 mai prochain. Toujours chez les filles, les poules régionales ont été modifiées pour la saison 2023-2024. L'équipe du SO Châtellerault, initialement engagée en Régional 1, est repêchée en 3e division par la Fédération française de football. L'équipe du SO Châtellerault qui est remplacée en R1 par l'ESA Brive qui avait terminé 12e. Voici donc la nouvelle composition de la poule de Régional 1 avec l'ASJ Soyaux Charente, le club de l'ES La Rochelle, l'ESA Brive, Bergerac Périgord, le club de Trélissac Anton Périgord Football, le club du CMO Bassins, le FC Gradignan, les Genêts d'Anglet Football, le Pôle Palois Football Féminin, le Pau FC, l'Entente Sportive 3 Cités Poitiers et puis Limoges Football. Et puis évidemment, conséquence du maintien de Brive en R1, en R2, une place était vacante et elle profite au FC Gradignan. L'équipe réserve qui a terminé meilleure reléguée des 2 poules de R2 à l'issue de la saison 2022-2023, voilà les 2 poules pour la saison prochaine avec dans la poule A Angoulême-Charente, le CS Saint-Michel, l'Entente Sportive La Rochelle, l'équipe réserve évidemment, le FC Rochefort, le CA Mémacois, l'AS de Saint-Pantaléon de l'Arche, l'ES Guérétoise, le FC Bressuire, la réserve du SO Châtellerault, l'UES Montmorillon, le Stade Poitevin FC et puis la réserve de Limoges Football. Dans la poule B, on retrouvera la réserve de Trélissac, la réserve de Gradignan, le FC Bassin d'Arcachon, le FC Sud Gironde, l'ES Ézinez, le Stade Bordelais, la réserve du club de Mérignac-Arlac, le FC Talence, le GF Sudland, l'US Port Sainte-Marie Feugarol, l'AS Livradez et puis l'Aviron Bayonnais, le FCE Mérignac-Arlac qui aura donc dans son effectif 2 équipes dans un niveau très correct, son équipe Fagnon en 3e division avec une place dans le groupe B et puis son équipe réserve en Régional 2, le signe d'un club en bonne santé et qui travaille très bien, un club historique du football féminin néo-aquitain puisque c'est tout simplement le club doyen de la région. Partons à la découverte de cette institution grâce à un reportage tourné cette saison par Florian Sabatier. Si on a l'habitude de voir le football féminin par les différentes équipes de Nouvelle-Aquitaine évoluant en D1 Arkema, à l'image de Soyaux ou encore des Girondins de Bordeaux, le club doyen de la région n'est d'autre que Mérignac-Arlac qui a créé sa section depuis 50 ans maintenant sous la houlette de l'actuelle présidente Christine Fontero en tant que joueuse. Au sein des écureuils, le but est simple,
mettre l'équipe masculine et l'équipe féminine sur un pied d'égalité. On est parti entre copines, on était surtout des filles de dirigeants ou des femmes de joueurs ou de dirigeants aussi. Et on a décidé de monter cette section féminine donc dans l'année 72. On l'a constituée avec, et là c'était très particulier, c'est qu'on avait une équipe de hand qui jouait au SPUC en division 1, dont la capitaine était la femme de Tony Trijoulet, qui était donc à Arlac. Et on a décidé de monter cette section avec ces filles-là. Et le samedi soir, elles partaient jouer dans tous les coins de la France. Et le dimanche, elles étaient là avec nous sur les terrains. Et on a démarré, bien sûr, au plus bas niveau, puisqu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'équipes féminines. Voilà. Donc elle a été créée comme ça. Et ensuite, au fil des années, on avait une équipe 1, après une équipe 2. On a commencé à monter une école de football en 79 à peu près. Alors effectivement, à l'époque, ça ne ressemblait pas à ce qu'il y a aujourd'hui à Arlac. Mais c'est vrai que le club d'Arlac est un club qui a fait démarrer le foot féminin. Ça fait 50 ans que je suis dans le foot féminin et je me rends bien compte qu'effectivement, depuis quelques années, il y a un coup de projecteur sur le foot féminin avec la D1. Voilà, on le voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui se structurent. Alors après, est-ce que le fait d'avoir obligé les clubs pro à avoir une section féminine, ça a été l'élément déclencheur? Je pense que oui. Alors après, nos structures font qu'on a un cadre attractif. On a 2 synthétiques, on a 3 terrains en herbe à 11. Voilà, effectivement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les mêmes installations que nous. Et puis après, la qualité de notre encadrement, on a des éducatrices au maximum, même si dans quelques équipes j'ai des éducateurs et je ne refuse pas les hommes, je prends surtout de la compétence. Donc on a des éducateurs et éducatrices diplômés et qui transmettent avec ferveur leur passion à des joueuses qui sont très sérieuses et très assidues. En tout cas, on travaille à ce que ce soit un peu plus structuré, un peu plus professionnel ici. Le fait d'avoir joué au niveau en D1 m'apporte cette expérience-là et des paramètres que je dois prendre en compte, moi, dans mon rôle de tous les jours, au niveau des suivis des joueuses, de leur cadre de vie, le côté professionnel, leur trouver un boulot, un appart, tout ça. Enfin, effectivement, ça fait partie aussi de mes missions. C'est également mon ressenti. Il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau du club pour la section féminine. On est vraiment considérés au même titre que les garçons. Il n'y a pas de différence. Tout ce qui est fait pour les garçons est également fait pour les filles. Depuis que ça a changé aussi de gouvernance en juin, on se sent beaucoup plus épaulé. Ça a toujours été le cas au sein du club, mais là on sent qu'il y a une proximité. Il y a notamment, comme vous avez pu le dire, Natacha qui est RTJ, qui est présente pour nous et qui est une personne ressource très très importante. Et que ce soit tous les bénévoles, dirigeants, autres équipes, vraiment on est une équipe à part entière et toute la section féminine est partie prenante du club et ça depuis longtemps maintenant. Le clin d'œil de ce week-end est forcément la victoire des U18 contre les Girondins de Bordeaux qui rappelle que la section féminine du FCE Mérignac-Carlac a des jeunes pétris de talent. La dernière en date est la défenseur de l'équipe première, Agathe Felden. La native de Châtellerault a pu goûter cet hiver à l'équipe de France U17 lors de la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Inde. Toutes les composantes du club sont forcément fières d'elle et ne tarient pas d'éloges concernant la joueuse qui évolue au pôle espoir féminin de Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr que c'est encourageant. Agathe, c'est notre vitrine au niveau du football féminin, c'est notre vitrine. En plus, c'est une fille qui est très gentille, très simple, très abordable, donc voilà, ça se passe très bien. Et puis c'est vrai que quand on dit qu'on a Agathe chez nous, déjà, c'est bien pour le club et puis c'est bien pour elle aussi qu'elle sache patienter, qu'elle ne brûle pas les étapes. Parce que c'est toujours le problème un petit peu quand on est jeune. Bon, bien sûr, on a envie d'aller jouer plus haut, on est un peu sollicité. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'il faut quitter le cocon familial. Donc, elle prend son temps et je pense qu'elle prendra la bonne décision. Quand il faudra qu'elle parte, elle partira. Et on sera très fiers qu'elle parte jouer plus haut. Pour nous, c'est un avantage. Déjà, en termes de lisibilité, c'est très important. Le fait qu'elle joue avec nous, ça lui permet d'avoir du temps de jeu.
Peut-être qu'elle est jeune, hein, elle passe le bac cette année, elle a 17 ans, donc si elle était partie dans un club plus haut, elle aurait peut-être beaucoup moins joué, elle aurait beaucoup moins de temps de jeu. Mais pour nous, c'est une joueuse qui est très intéressante. Après, notre objectif, c'est de la faire progresser, de l'emmener. Elle est vraiment dans une démarche, pour ce qui la concerne, dans une démarche de haut niveau, puisqu'elle est tout pour l'espoir, donc elle s'entraîne toute la semaine. Mais pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir des joueuses comme ça. Le fait d'accéder à une des trois, ça peut nous permettre justement d'attirer et de faire jouer d'autres joueuses qui seraient dans son cas. Oui, bah après, je pense que ça peut faire plaisir. Oui, je le ressens pas trop comme ça. J'ai un peu de mal avec ça, mais oui, c'est aussi grâce au club que j'en suis là, puisque m'offrir la possibilité d'être titulaire toute la saison en D2, c'est quelque chose d'incroyable et je les remercie pour ça de m'avoir fait confiance. Ils ont aussi mis des choses en place pour que je puisse rester hébergée, par exemple. Donc voilà, tout se passe bien. Ouais. Je vous remercie. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance aussi de jouer l'Euro en fin d'année scolaire. Mais oui, c'est une expérience incroyable de vivre une Coupe du Monde. C'est autre chose que l'Euro. C'est un cap au-dessus. Il y a tout ce qui est télé, réseau qui viennent dans cette compétition. Mais ça a été une super expérience humaine et sportive. Malheureusement, on n'a pas fait un super résultat. Mais j'en tire quand même une bonne expérience. Et les nouvelles générations de la section féminine veulent également suivre leur propre parcours, puisque les U13 de Mérignac-Carlac ont lancé une cagnotte pour pouvoir participer à une compétition européenne se déroulant à Barcelone. Et pour réaliser leur rêve, elles avaient un stand où on pouvait se restaurer. En tout cas, une chose est sûre, l'histoire de Mérignac-Carlac continuera de s'écrire et de se conjuguer au féminin pour le plus grand bonheur des générations d'aujourd'hui et de demain. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On les a chicotés. Autre club féminin qui monte en Nouvelle-Aquitaine, celui de l'AS Saint-Pantaléon de l'Arche qui se trouve cette fois dans la poule A de ce championnat de Régional 2. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir cette institution qui monte en puissance chaque année du côté du district de la Corrèze. Je m'appelle Philippe Cournil, je suis le président de l'AS Saint-Pantaléon de l'Arche depuis cette année. Le club de Saint-Pantaléon de l'Arche, c'est un club qui a à l'heure actuelle 430 licenciés, dont une centaine de filles. Il est situé, on va dire, en périphérie de Brive-la-Gaillarde. Le 17 octobre 2009, Philippe Machado a décidé de monter une section féminine parce que autour de nous, il y avait un club qui s'appelle l'AC Varès qui avait commencé avec les féminines. Et donc lui a ressenti un besoin de créer cette section féminine. Donc le club a commencé gentiment à faire son petit chemin avec les féminines et a commencé ce jour-là. Le démarrage s'est fait par l'inscription de certaines filles et petit à petit ça a pris de l'ampleur et encore de l'ampleur et puis maintenant on se retrouve avec une section qui contient à peu près une centaine de filles. Il y a le FF qu'on appelle les toutes petites, on a les 14-17, on a les 10-13, on a on n'a pas de 18, par contre après on a les seniors et tout, on a à peu près toutes les catégories, sauf en catégorie 18 où on n'a pas encore d'équipe à 11. Au niveau de l'équipe féminine senior, nous avons créé l'équipe il y a à peu près 3 ans. Notre objectif, c'est bien sûr de gravir les étapes, c'est-à-dire de passer du district à la R2, voire à la R1. De toute façon, l'ADN du club et notre choix, c'est de monter les féminines au plus haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours fait l'effort de faire de la formation au niveau des féminines et je ne conçois pas aujourd'hui que le club ne monte pas à un bon niveau à partir du moment où on a voulu travailler et former des filles pour arriver au bon niveau. Je me présente, monsieur Nifer Fabrice, j'ai 39 ans, je suis responsable de la section féminine du club de l'AS Saint-Pantaléon
Victorion de l'Arche. Je suis fier d'être dans le football féminin. J'espère dans l'avenir continuer à former des futures joueuses. Nous avons déjà des joueuses qui sont intégrées des pôles espoirs féminines et des joueurs qui sont à Soyaux et au Girondins de Bordeaux. Nous, pour nos clubs, c'est une très grosse fierté. Donc continuons à faire progresser nos joueuses et puis pourquoi pas petit à petit on a un club phare dans notre région. Chaque année, nous organisons la Girly Cup, c'est un tournoi national organisé par le club qui réunit les U11, U13 féminines, les 14-15 féminines et les 16-18 féminines. Donc c'est du football à 8. On le fait sur cette plaine ici, donc sur tous les terrains qui sont disponibles ici. Ça dure un week-end. Donc ça permet de réunir, on essaie de travailler dessus pour réunir un maximum de clubs d'un certain niveau, parce que c'est un tournoi national. Donc on essaie vraiment de contacter des gros clubs où il y a une structure féminine, où c'est assez important pour qu'on puisse faire vraiment un gros tournoi. Le format de la Girly Cup se passe sur plusieurs poules, donc il y a plusieurs poules qui seront prêts, qui seront faits pour pouvoir organiser le tournoi correctement et sous forme des phases finales après. Cette année, on prévoit vraiment, on a des bonnes équipes, on prévoit vraiment, pourquoi pas, la gagner. Cette année, ça serait bien. On passe à l'actualité du football masculin avec les clubs professionnels de Nouvelle-Aquitaine qui continuent de se préparer. Prenons tout d'abord des nouvelles du Pau Football Club, les Béarnais qui affrontaient en match amical l'AC Ajaccio mercredi dernier du côté des Landes à Cap-Breton. Un test grandeur nature pour les Palois contre une équipe reléguée de Ligue 1 et qui a envie de retrouver l'élite dès la saison prochaine. Le résumé de cette rencontre entre Pau et Ajaccio, les réactions d'après-match, tout cela vous est proposé par notre envoyé spécial dans les Landes, Florian Sabatier. Début de ce match amical entre le Pau FC et l'AC Ajaccio. Dès les premiers instants de la partie, ce sont les Palois qui se mettent en évidence. Mais le portier adverse capte le cuir sans difficulté. Mais les hommes de Nicolas Ouzaï vont perdre au quart d'heure de jeu leur capitaine et meneur de jeu Henri Cévé qui sortira sur blessure. Petit à petit, les Ajacciens commencent à sortir de leur zone de confort en tentant une première frappe hors cadre. Après un premier corner qui ne se concrétise pas, les insulaires vont réussir à ouvrir la marque sur coup de pied arrêté par Fernand Mayembo qui s'y prend par deux fois pour le 1-0. Fin de ce premier acte et c'est l'AC Ajaccio qui mène à la marque. Au retour des vestiaires, les joueurs d'Olivier Pantaloni vont appuyer un peu plus sur le curseur pour pouvoir se détacher. Sur une phase de jeu rapide, Mounaïm El Idrissi va tenter sa chance, mais bien repoussé par le gardien de but. Les Palois tentent leur chance, eux, sur corner, mais ne parviennent pas à trouver le cadre. Quelques minutes plus tard, sur une phase de jeu construite, ils vont retenter leur chance, mais la frappe trouve le petit filet. Mais le club acéiste va s'offrir de l'air à la 78e minute de jeu. Sur une contre-attaque éclair, Yacine Bamou s'exfiltre côté gauche et adresse un centre pour Johan Tousgar qui instille le but du break pour les Corses. Fin de cette rencontre et c'est l'AC Ajaccio qui s'impose 2-0 aux dépens du Pau FC.
Oui, je trouve que ça a été intéressant dans l'animation offensive. On a été solide aussi sur le plan défensif. Et on a retrouvé beaucoup de choses qu'on avait travaillées durant les premiers jours de stage. Belle prestation avec du sérieux. On est satisfait, oui. Le souci qu'on avait, ou la crainte que l'on avait, c'est que la descente n'ait pas été digérée, voire même qu'on puisse penser qu'en redescendant de Ligue 1, les choses allaient être plus faciles en Ligue 2. Je pense qu'on a abordé le match avec sérieux. Il n'y a pas eu de suffisance de notre part, donc c'est important. Il va falloir se servir de ce match pour jouer les prochains de la même manière. On est conscient qu'on ne fait pas partie des favoris de ce groupe. C'est une année charnière où il va y avoir beaucoup de descentes, il va falloir faire très attention. Et l'objectif, c'est de bien débuter ce championnat pour prendre de la confiance. Mais l'objectif de monter n'est pas le nôtre. Non. Au-delà de ça, quand on fait un match, quelles que soient les circonstances, c'est toujours désagréable de perdre. Maintenant, on a des axes de travail à améliorer, particulièrement sur la possession de balle. On doit être beaucoup plus maître du ballon et être capable de trouver des équilibres. Mais si on n'est pas maître du ballon dans les lancements de jeu, c'est difficile de trouver des déséquilibres. Après, on prend un but sur phase arrêtée, donc là, effectivement, il y a quelques réglages à faire. Et on prend un but sur une transition de 70 mètres, donc effectivement on a joué un peu plus en seconde période, mais justement on s'est exposé à ça, à cette prise de profondeur. Après on est en préparation, l'idée c'est d'être prêt à l'instant T le jour J, c'est-à-dire le 7 août, mais effectivement il y a du boulot là, on est encore comme la Ajaccio suppose, dans une semaine assez chargée au niveau de l'intensité des séances. On rejoue encore samedi, donc demain matin on va décharger justement un peu. Les joueurs n'ont pas eu de jour de congé depuis 15 jours maintenant, donc l'idée c'est de pouvoir décharger et de rentrer dans une semaine un peu plus d'affûtage à partir de la semaine prochaine. De leur côté, les Girondins de Bordeaux, futurs adversaires des Palois lors de la première journée de Ligue 2 BKT, étaient opposés samedi à l'AJ Auxerre sur la pelouse du stade Louis d'Aragon de Vichy. Au programme demi-temps de 60 minutes chacune pour départager ces deux candidats à la montée en Ligue 1. L'occasion de réaliser une revue d'effectifs pour David Guillon qui en première période a décidé d'aligner ce qui ressemble à son 11 titulaire avec un 4-2-3-1. Dans les buts, on retrouve le Polonais Rafał Straszek. En défense, Clément Michelin aux côtés d'Harrison Marcelin et Johan Barbet, le capitaine des Girondins, Jacques Écomier. À la récupération, le duo habituel Johan Kassubi, Danilo Ignatenko, un duo qui marque de plus en plus de points. 3 milieux offensifs avec Davitashvili, Vesbeck et Pitou pour alimenter en pointe Aliou Badji. Bordeaux qui va se faire surprendre en début de match à la 13e minute de jeu avec un bon pressing à l'origine de cette action. Bon pressing iconé qui se conclut par une belle inspiration de Gauthier Hein, l'ancien Messin qui ne se pose pas de questions et qui lobe Rafał Straszek. Le lob est parfait et Auxerre mène 1-0. La réaction bordelaise va intervenir juste avant la pause. Le jeune Marvin Delima décale parfaitement Aliou Badji qui glisse le ballon entre les jambes de Donovan Léon qui était sorti à sa rencontre. Finalement, Bordeaux va l'emporter 2-1 grâce à un but à la 69e minute. La tête de la nouvelle recrue Vipotnik est repoussée par Théo De Persin directement sur Lenny Peringuel, le jeune joueur formé aux Girondins de Bordeaux qui conclut tranquillement pour une victoire 2-1. Un succès face à un autre prétendant à la montée en Ligue 1 qui satisfait David Guillon, le coach du club au scapulaire, mais également le passeur décisif sur le premier but, Marvin Delima. Deux hommes que l'on écoute au micro de Girondins TV. Oui, c'était vraiment l'objectif. D'abord, il était sur le temps de jeu, augmenter la charge de travail. Tout le monde a eu 60 minutes. C'était important d'avoir cette charge globale pour tout le monde. Ensuite, on a vu vraiment une bonne opposition, homogène en première mi-temps. On est rentré sur la pointe des pieds. On a mis les Auxerrois en confiance avec deux, trois situations qu'on leur a données. Et puis ensuite, sur la deuxième mi-temps, on a vraiment pris le dessus. On s'est créé en première mi-temps quelques situations vraiment nettes. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, il était tout à fait normal que l'on égalise. Sur la deuxième mi-temps, on a davantage dominé les débats. Même si sur la fin de la partie, le rythme a un peu baissé. Là aussi, encore une fois, même si on a marqué, je pense qu'on aurait pu alourdir le score, que ce soit par Dylan, que ce soit par David.
Dans l'ensemble, je trouve qu'après une grosse semaine de travail, je trouve que c'est bien, on a vu des choses dans les deux équipes et ce qui est intéressant, c'est cette homogénéité dans le projet de jeu. On a senti que les deux équipes étaient complètement investies dans ce que l'on voulait faire au niveau du projet de jeu, donc ça c'est un bon point positif. Oui, c'est important parce qu'on a travaillé sur un plan de jeu concret avec le coach qu'on a réussi à mettre en place durant le match. Ça a bien fonctionné. Donc on a obtenu la victoire, on est très content. Même si on a bien travaillé cette semaine dans la fatigue. Et maintenant, après cette victoire, on va aller bien récupérer pour une grosse semaine la semaine prochaine. Direction la Normandie maintenant, où les Chamois niortais se déplaçaient samedi pour affronter Avranches, futur adversaire lors de la première journée de National. Les deux formations qui s'affrontaient au stade René Fenouillère, et c'est à Avranches qui a pris l'avantage psychologique. À la 23e minute, le virevoltant Alan Kerwadan est au départ et à la conclusion d'une action collective de grande classe de la part des Normands. Pour terminer, le petit 1-2, la prise d'appui et le ballon piqué de Kerwadan pour tromper le gardien niortais. Avranches qui va doubler la mise à la 34e minute grâce à un but de Danny Jean, bien servi par Alan Kerwadan qui se transforme de buteur en passeur. Niort s'incline au final 2-0 et tentera de prendre sa revanche le vendredi 11 août prochain pour le match d'ouverture de la saison de National. Ce sera à 19h30 au stade René Gaillard. Après l'actualité des clubs professionnels de Nouvelle-Aquitaine, un mot sur les calendriers. On en sait un peu plus sur les différents championnats avec tout d'abord le National 2, direction la poule B en ce qui concerne les clubs de Nouvelle-Aquitaine avec la reprise du championnat le week-end du samedi 26 août. Il y aura Bergerac-Périgord opposé à Blois. Il y aura le déplacement du FC Trélissac sur le terrain du SO Romorantin. Le FC Libourne, promu en National 2, va se déplacer sur la pelouse du FC Olympique Saumur. Et puis déplacement périlleux également pour Angoulême-Charente qui va devoir se rendre en région parisienne sur le terrain du Paris 13 Atlético. On parle maintenant du National 3 avec notamment la poule B en ce qui concerne les clubs de la région. Déplacement le week-end du samedi 26 août sur le terrain de Colomiers pour la réserve du Pau FC. L'Aviron Bayonnais jouera à domicile son premier match de la saison. Ce sera face au FC Canet-Roussillon. Il y aura également un match compliqué pour le stade bordelais à domicile face à Blagnac. Le stade bordelais, on le rappelle, qui a été relégué la saison dernière. Saint-Paul Sport va jouer face à l'US Castanet. Déplacement pour l'US Lège Cap-Ferré sur le terrain d'Albert Argelès. Et puis un derby 100% Nouvelle-Aquitaine le dimanche 27 août entre la réserve des Girondins de Bordeaux et les Genêts d'Anglette. Dans la poule C, cette fois, la reprise sera toujours le week-end du samedi 26 août avec un déplacement à Vineuil pour le stade Poitevin. Déplacement également pour l'US Chauvigny sur le terrain du FC Chambray. Il y aura la rencontre également entre l'AS Panazol et le club du FC Ouest Tourangeau. Ce sera cette fois le dimanche 27 août. Dans la poule D, là aussi qui comporte des clubs de Nouvelle-Aquitaine, déplacement pour la réserve des Chamois niortais le week-end du samedi 26 août sur le terrain de l'US Saint-Philbert. Il y aura également le match du FC Choré le samedi 26 face au FC Chaland 85, un match qui se jouera dans les Deux-Sèvres. Le championnat national U19 maintenant avec la poule C qui comporte les clubs de Nouvelle-Aquitaine et un gros morceau d'entrée de jeu le dimanche 27 août prochain pour les Girondins de Bordeaux qui vont devoir se frotter au SCO Angers. Ce sera donc Anter-Angevine le dimanche 27 août. Parmi les chocs, il y aura le match entre Nantes et Châteauroux, encore Guingamp-Laval et Concarneau-Lorient. Et puis surtout un derby 100% Nouvelle-Aquitaine entre Trélissac et le SA Mérignac. Dans la poule E du championnat national U17, cette fois le dimanche 27 août, il y aura le déplacement du FC Marmande 47 sur le terrain de Montferrier. Il y aura un match très intéressant à suivre opposant les Girondins de Bordeaux et le Toulouse Football Club. Et puis un choc pour Mérignac qui va forcément avoir beaucoup de supporters pour la première de la saison puisque le SA Mérignac va défier les Minots de l'Olympique de Marseille. Dans la poule F, cette fois toujours
toujours concernant le championnat national U17 et toujours le dimanche 27 août, il y aura la rencontre pour les Chamois niortais face au FC Nantes et puis le ES Sainte Football va se déplacer à Cholet. Dans la même poule, il y aura notamment la rencontre Avranches face à Brest ou encore Carquefou-Guingamp et l'USSA Vertou face au Stade Rennais. On passe maintenant à l'actualité du beach soccer et on vous rappelle tout d'abord que depuis aujourd'hui et ce jusqu'à demain, le FFF Tour fait étape à Royan du côté de la Charente-Maritime. Une tournée organisée par la Fédération française de football qui vous permet à la fois de découvrir le beach soccer mais également le footnet, le golf foot, le foot en marchant ou encore le fit foot et le cécifoot. Si vous habitez du côté des Pyrénées-Atlantiques, sachez que le FFF Tour sera à Hendaye vendredi et samedi. Et puis si vous êtes néo-aquitain mais que vous êtes en vacances au mois d'août dans la région Occitanie ou sur la côte méditerranéenne, des étapes sont également prévues au Canet-en-Roussillon, au Cap d'Agde ou encore au Gros-du-Roi et à Bormes-les-Mimosas. Toutes les dates sont disponibles sur le site du FFF Tour. Concernant l'actualité du beach soccer, un grand coup de chapeau au club de Saint-Médard-en-Jalles qui s'est qualifié le week-end dernier à Châteauroux pour la finale du National Beach Soccer, une finale qui aura lieu en Vendée à Saint-Jean-de-Mont à partir de vendredi. On connaît d'ailleurs les adversaires des Girondins avec le club de Marseille Beach Team, l'AS Étaples et les Minots de Marseille. Une finale à laquelle malheureusement ne participera pas le club de l'Union Futsal ORLUI malgré un parcours exceptionnel du club landais. On sera, quoi qu'il arrive, à fond derrière le club de Saint-Médard-en-Jalles, un club que nous connaissons bien dans cette émission de la FNA TV. Alors le Football Club de Saint-Médard-en-Jalles, c'est un club qui existe depuis plus de 85 ans. C'est 565 licenciés, c'est différentes spécialités, donc évidemment des équipes de jeunes, des équipes effectivement seniors, c'est des équipes qui évoluent au niveau départemental et au niveau régional. Et puis effectivement on a la chance à Saint-Médard d'avoir différents pôles, le pôle effectivement école de foot, le pôle senior, le pôle féminin avec 80 licenciés et évidemment aussi un pôle, une section beach soccer qu'on a depuis maintenant plusieurs années, avec la chance d'avoir en plein cœur de ville en fait un site comme celui de Ballonjalles. Alors on a toujours eu la chance en fait d'avoir cette section à Saint-Médard. On a la chance aussi surtout d'avoir régulièrement des garçons qui sont appelés par Claude Barabé, le sélectionneur de l'équipe de France. Donc Lucas Drouillet est appelé là pour le prochain rassemblement. On a eu Olivier Leblanc, Yannick Fischer qui est aujourd'hui en fait mon dirigeant de la section beach. J'ai la chance aussi d'être accompagné par Benoît Michelina qui est le directeur du pôle espoir, donc il y a une vraie structure en fait, pour accompagner ces garçons qui vont passer des phases départementales puis régionales et je l'espère évidemment accéder au niveau national. C'est vraiment une pratique qui est complètement différente. C'est vrai que quand on vient du foot traditionnel sur herbe, on peut être un petit peu désorienté parce qu'il y a le côté imprévisible des rebonds dans le sable. L'effort est effectivement pas le même en fait. C'est un effort qui est plus fractionné, qui est plus court. Les tiers temps durent 12 minutes. Globalement, on tourne toutes les 2 minutes. Donc c'est vraiment un effort plus intense mais plus court. Et après, techniquement, on va retrouver tout ce qui est jonglerie ou des choses comme ça où on va avoir un lien. Après, comme le sol est vraiment hyper différent, tout ce qui est conduite de balle, c'est vraiment une autre pratique complètement par rapport au foot à 11. Donc un joueur qui peut être très performant sur foot à 11, finalement, va être potentiellement assez perturbé sur du sable. Et inversement, si un joueur qui a des capacités peut-être un petit peu limitées sur l'herbe peut finalement bien s'en sortir. Sur du sable, sachant qu'on va privilégier le jeu en l'air, donc c'est vrai que si on n'est pas à l'aise à lever un ballon, à maîtriser un petit peu en l'air, c'est un peu plus compliqué, mais après il y a aussi beaucoup de jeu au sol malgré tout qui se fait une fois que le ballon tombe.
honnêtement, j'ai plus l'impression que maintenant c'est en train de basculer justement ce que la Fédé s'intéresse un petit peu plus que ce que c'était avant. Et en fait, l'objectif c'est d'intéresser des jeunes qui se mettent vraiment à la pratique et d'arriver à spécialiser en fait des gens sur la pratique vraiment du beach soccer, quoi. Et l'image de on va faire du beach parce que c'est en fin de carrière qu'on y va, globalement c'est un petit peu changé. Et l'attrait, je pense, qui est principal, c'est que ça reste un sport qui est quand même assez spectaculaire. Enfin, il y a quand même pas mal de retournées, il y a des reprises de volée. Enfin, ça peut être visuellement, ça peut être intéressant si on arrive honnêtement à avoir un minimum de qualité. Après, c'est vrai que quand le ballon tombe à chaque fois, ça peut ressembler un petit peu à une purge, quoi. Mais globalement, en fait, c'est ça, je pense, le principal attrait, c'est que c'est un effort complètement différent et c'est une pratique qui va demander des capacités complètement différentes au foot à 11 et ça reste un sport spectaculaire et ludique, quoi. Et honnêtement, moi, je trouve moins traumatisant plus que le foot à 11, quoi. Le sable, ça a ses particularités. Si on cherche à jouer dans le sable comme on joue sur herbe, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a, voilà, même tactiquement, c'est quand même différent. Enfin voilà, il y a beaucoup de différences. Mais en même temps, c'est une grosse complémentarité parce que c'est faire autre chose que du foot sur herbe. Ça peut être aussi même pour une réathlétisation, dans ce genre de circonstances. Donc non, c'est une dualité qui c'est pas une concurrence non plus, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut. Beaucoup l'ont compris, hein. Il y en a qui jouent sur herbe pendant la période hivernale et qui basculent sur le sable. Les plus vieux comme moi font que le sable, ils se reposent l'hiver. Et non, c'est voilà. Mais sinon, voilà, les gestes, c'est plus aérien, c'est plus parce que le sable incite à ça. Donc voilà, c'est juste ça, quoi. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai eu l'opportunité de connaître ça et ça fait un moment que j'en fais et voilà, je me suis éclaté, j'en ai bien profité. Donc voilà, j'incite tous les gens tous ceux que je connais de venir un petit peu, hein, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment ça et c'est pas pour ça qu'ils reviennent. Il n'y a pas de règle. On fait rien sans passion, on fait rien sans plaisir. Et je pense qu'en fait les garçons que vous avez derrière qui évoluent au niveau national sont tous des passionnés, ils prennent tous plaisir à se retrouver pieds nus dans le sable. Mais voilà, la passion, le plaisir et puis tout simplement aussi la découverte finalement de cette pratique qui reste encore évidemment un peu à l'écart. Mais on a vraiment l'ambition à Saint-Médard que de vouloir continuer à développer la section beach. Donc pour ceux qui veulent en tout cas avoir plus de renseignements et d'informations, qui n'hésitent pas à se rapprocher de nous, on sera en mesure de pouvoir les mettre en relation avec les dirigeants qui gèrent la section beach du FC SMJ. 3-4 adjectifs, alors plaisir. Après, ça c'est de mon point de vue plaisir, spectaculaire. On va mettre le mot qui met un petit peu tout dans le même pot, c'est fun, parce que ça reste du coup toujours le même truc spectaculaire, tout ça, et dur, mais c'est aussi dans ces situations qu'on en retire du plaisir, de mon point de vue. Donc voilà, c'est toute cette complémentarité qui fait que faut venir dans le sable de temps en temps pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Alors je dirais le côté spectaculaire, malgré tout le côté ludique, parce que je pense qu'il faut garder vraiment en tête ce côté ludique là qui est intéressant pour arriver à une pratique sur le long terme. Et le troisième adjectif, je dirais sur de la dépense énergétique, quoi, parce que c'est un effort quand même qui est spécifique mais qui est assez costaud, quoi. Enfin, après c'est abordable pour tout le monde, il faut juste être motivé à y aller.
Cette émission numéro 100 de LFNA TV est désormais terminée. Avant de conclure, une petite annonce mise en ligne par la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine qui recherche un assistant administratif en charge de l'arbitrage et ce dans les locaux de la LFNA à Puy-Moyen. Prise de poste en septembre, demander une expérience dans le domaine sportif et la connaissance du milieu associatif. Le salaire est à négocier selon les compétences. Tous les détails de cette offre d'emploi disponibles sur le site de la LFNA. Vous avez jusqu'au 20 août prochain pour déposer votre candidature si vous êtes intéressé. Vous le savez, ce soir c'était la 100e de l'émission. Je profite de cette date anniversaire pour remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à LFNA TV de près ou de loin depuis sa création. Je pense notamment à Nicolas Coute, Rémi Savary ou encore Clément Darbieux. Merci à nos correspondants Florian Sabatier et Touami Nassiri qui vous régalent chaque semaine grâce à leurs reportages. Merci à la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine et à tous les clubs visités pour la confiance accordée. Et surtout merci à vous pour votre fidélité depuis le début de cette émission. Comme tous les lundis soirs pendant l'été, on se quitte avec les meilleurs moments de la saison avec Florian Sabatier à la baguette. Je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, même l'été, ça reste un jeu. mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today